Toujours dans la perspective de la prospective, c'est Combat Futur, au pluriel et de son commandement. Un podcast au cœur de la combinaison des effets. Et c'est à nouveau le colonel Douatier, chef du bureau prospective du Centre d'études stratégiques du CCF, que nous recevons. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous retracer un document maître escompté pour mieux nous faire à l'idée des armées en 2040, Action aéroterrestre future. Alors, ça fait combien de temps qu'on attendait ce nouvel opus ? Alors, Action aéroterrestre future, il faut comprendre qu'il s'inscrit dans une grande continuité de la réflexion prospective de l'armée de terre. Je dirais que c'est un troisième opus, après un premier en 1999 qui s'appelait Les engagements futurs des forces terrestres. Ensuite, en 2016, donc le prédécesseur, c'était 2016, Action terrestre future, et aujourd'hui, 2025, Action aéroterrestre future. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a une continuité dans cette réflexion prospective et qu'on tire le fil, en prospective, on tire le fil de tendances. Et là, en l'occurrence, on a essayé un peu de les comparer pour voir l'évolution, et on les compare assez simplement dans 4 domaines. Quel contexte stratégique, les finalités de l'action militaire, les conditions d'engagement et le besoin de l'outil militaire. 2 choses supplémentaires, Action terrestre future en 2016 se projetait en 2030. Aujourd'hui, Action aéroterrestre future se projette en 2040. Pourquoi 2040 ? Les échéances sont toujours intéressantes en prospective. 2040 pour se sortir complètement de la programmation physico-financière de la loi de programmation militaire, je rappelle 2024-2030. Voilà, pour libérer la pensée, ne pas être contraint par des choses qui sont déjà planifiées finalement dans le domaine capacitaire et autres, et donc pouvoir s'ouvrir complètement sur des futurs possibles. Aéro, ça compte ? Alors, pourquoi effectivement passer d'Action terrestre future à aéroterrestre future ? Ça compte énormément. Ça compte énormément puisque c'est un des ponts qui change notre combat du futur et qui change notre combat, c'est cette basse couche, je dirais. L'ensemble des choses qui vont voler dans cette basse couche, évidemment qu'on pense tous au drone. Le drone, on a l'exemple ukrainien qui marque tout le monde, mais il n'empêche que ces drones utilisés de façon tellement différente, variée pour tout un tas de missions, probablement, et on en est même sûr aujourd'hui, vont changer la face du combat à l'horizon 2040. Donc voilà, aéroterrestre futur, puisque évidemment que l'armée de terre combat au sol a un rôle avec l'aérocombat et ses hélicoptères, mais et également l'ensemble de choses qui volent dans cette basse couche. Je pense aux drones, je pense aux munitions téléopérées, etc., etc. Alors pour élaborer ce texte de quand même près de 80 pages, quelle est la méthode ? Alors la méthode, elle est vraiment une méthode prospective. Ça tombe bien, je commande le bureau de prospective. C'est pour ça que c'est mon bureau qui a eu les responsabilités de cette chose-là. La méthode, elle est d'imaginer des futurs possibles. Et pour imaginer des futurs possibles, on a réfléchi sur un ensemble de choses qu'on appelle des variables. Des variables, c'est des thématiques qui auront un impact plus ou moins régulier et plus ou moins fort sur le combat aéroterrestre en 2040. Ces variables, elles sont de tous ordres. Elles peuvent être technologiques. Je pense à des sujets comme l'hyperlétalité, l'IA évidemment, l'hybridité, etc. Mais elles peuvent aussi être beaucoup plus larges que ça, des sujets sociologiques, c'est-à-dire l'appétence de la jeunesse à combattre à cet horizon-là. Elles peuvent être économiques avec les sujets de financement. Elles peuvent être climatiques avec le rôle du changement climatique évidemment sur nos engagements aéroterrestres. Et donc, pendant, je dirais, 4 mois, on a, à partir d'interrogations de spécialistes civils, on a interrogé beaucoup de civils pour parler de la ville en 2040, chez Vinci par exemple, de la connectivité en 2040, chez Orange par exemple, de spécialistes du quantique, de l'IA, des spécialistes de la diplomatie. On est allé au Quai d'Orsay, on a interrogé le CAPS, de la sécurité intérieure, la DGSI, tout ça pour se faire une image la plus complète possible de quelles peuvent être les variables qui influent sur notre combat aéroterrestre 2040. Et à partir de ça, on a fait ce qu'on appelle un radar prospectif en regroupant ces variables dans 5 dynamiques principales. On parle de dynamique de complexification, d'agilité, de durcissement, de vulnérabilité et d'accélération. Voilà. Donc vraiment, on utilise une méthode prospective, une vraie méthode, c'est-à-dire que on a suivi des choses très cadencées. On a interrogé des spécialistes, on a fait du benchmark évidemment aussi, on s'est intéressé à ce que faisaient nos compétiteurs et nos alliés, qu'est-ce qu'ils disaient en source ouverte essentiellement sur leur vision du combat aéroterrestre à l'horizon 2040. Alors la fiction est bien dépassée par notre réalité. Alors dans Action aéroterrestre future, quelles sont les constantes ?
Alors, la constante principale, je dirais, c'est la centralité du combat aéroterrestre. C'est-à-dire que la guerre, je vous apprends rien, est un affrontement de volonté, et cette volonté, elle se matérialise essentiellement au sol, du terrain. On combat pour du terrain, et finalement, on peut dire que essentiellement tout commence et se termine au sol, dans un engagement aéroterrestre. Voilà, donc cette volonté d'affrontement de volonté sur l'acquisition d'une zone de terrain avec une centralité humaine, une guerre au cœur des populations, ça nous semble une constante intemporelle. Avec ce qui change peut-être le tempo, la techno, donc on connaît notre cœur de métier, mais il y a aussi des ruptures. Alors bien sûr qu'il y a des ruptures, il y a je dirais 3 ou 4 ruptures principales. Tout d'abord la recomposition de l'ordre international. On se rend compte aujourd'hui qu'évidemment l'ordre international est bouleversé, la puissance et l'emploi de la force est totalement désinhibé et que cet ordre basé sur le droit est en train d'être un peu révolutionné par des interactions complètes, par une guerre qui est de plus en plus privatisée avec des acteurs privés. Tout ça fait un ensemble de choses avec cette recomposition. Donc ce qui fait que vous allez aussi bien du stratégique qu'à l'opératif. Absolument. Ce document, je l'ai pas dit, mais a vraiment vocation à donner une espèce de cap stratégique pour la transformation de l'armée de terre. Voilà, une espèce de boussole stratégique en disant, dans l'armée de terre, on prend le temps de réfléchir un peu loin. Là, on réfléchit à 2040. Tout ça pour alimenter nos réflexions et nos décisions du moment. Et pour moi, c'est le cœur de la prospective. Ça doit être une vraie aide à la décision pour nos chefs. On réfléchit en 2040 pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui sur, en l'occurrence, quel modèle d'armée on doit avoir pour affronter ces évolutions qui nous attendent. Donc, parmi ces évolutions, il semblerait qu'il y ait un durcissement. Parce qu'il y a vulnérabilité de plus en plus. Alors durcissement, c'est sûr, durcissement technologique avec des armes qui sont de plus en plus précises, qui frappent de plus en plus loin. Dans Action Aéroterrestre Futur, on a fait le focus sur le triptyque connectivité, robotique, IA. Et on estime que ces 3 technos conjugués vont révolutionner le combat aéroterrestre. Alors, il semblerait aussi qu'il y ait une complexification. Est-ce que l'humain doit aussi en apprendre ? Alors c'est sûr, pour nous évidemment que l'humain reste au cœur et restera au cœur de ce combat aéroterrestre, c'est essentiel. En revanche, cet humain, il sera augmenté, entre guillemets, par tout un tas de choses, avec des technologies qui évoluent. J'ai cité la robotique, on estime évidemment que ce combattant, il sera appuyé par des drones tueurs, des drones qui font du renseignement, des drones qui font de la logistique, et il sera appuyé aussi par des drones terrestres. Et ça, c'est l'évolution qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, en Ukraine notamment, des drones terrestres qui vont pouvoir faire de l'appui logistique dans des zones qui sont tellement saturées de capteurs, dans lesquelles le soldat n'est plus tellement, mais il y a toujours des soldats pour tenir le terrain et pour être capable de faire une avancée et une offensive. Donc ces soldats-là, il faut bien les ravitailler. Or, le ravitaillement classique, je dirais, camion n'est plus possible tellement les drones voient tout ce qui se passe. Donc de plus en plus des ravitaillements par robots terrestres. Des évacuations sanitaires également pour rejoindre ces zones très avancées avec des robots terrestres. On voit des robots petit à petit en Ukraine aussi, des robots terrestres armés qui évitent que le soldat soit trop exposé, et mieux vaut exposer la machine que le soldat évidemment. Et dernière chose peut-être, on voit aussi des drones terrestres qui sont capables de miner, de disperser des choses, disperser des capteurs, disperser des mines. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que ce soldat il sera au cœur du combat, puisque c'est bien sur lui que repose la responsabilité du combat, et le chef tactique, c'est bien lui qui endosse la responsabilité. En revanche, évidemment qu'il l'utilisera et il sera plus fort grâce à l'ensemble de ces technologies qui l'entoureront. Et pour le chef, est-ce qu'on peut imaginer aussi une aide à la décision ? Bien sûr, alors j'ai cité l'intelligence artificielle, on attend beaucoup de l'intelligence artificielle sur certains domaines pour de l'aide à la décision. Dans le processus d'élaboration de la décision opérationnelle, par exemple, où l'IA nous aide déjà, on estime que ça sera de plus en plus vrai à l'horizon 2040, nous aide à accélérer certaines choses, des analyses de terrain, par exemple, des analyses d'ennemis. Tout ça, avec un but ultime, c'est bien d'accélérer la boucle de décision.
ce qu'on appelle la boucle ODA, de l'observation, de l'orientation, de la décision et de l'action. Donc l'IA doit nous permettre d'accélérer tout ça. Et l'IA, deuxième chose essentielle, on parle beaucoup de la transparence du champ de bataille avec des capteurs développés énormément qui vont permettre de voir beaucoup de choses. Parenthèse, voir n'est pas forcément comprendre, donc il s'agira quand même de déceler les intentions de l'ennemi. Son dispositif probablement le verra beaucoup mieux, mais ses intentions, il va falloir analyser tout ça. Et donc l'IA va nous servir dans cette masse d'informations qui remontent de l'ensemble des capteurs, de trier, de regrouper, histoire de laisser le chef tactique, le chef à quelque niveau qu'il soit, ne pas le saturer. Voilà, de ne pas avoir une surcharge cognitive trop importante liée à tous ces capteurs qui vont faire arriver des informations. L'IA doit permettre de trier et de faire arriver à la décision du chef l'essentiel. Alors, au cœur de ce texte, les FSO, les facteurs de supériorité opérationnelle, que sont-ils ? Alors, les facteurs de supériorité opérationnelle, c'est essentiel. Ils existaient déjà dans Action terrestre future en 2016. Ils existent toujours et c'est le cœur de notre réflexion. Les FSO, c'est les qualités que doit avoir l'armée de terre pour vaincre son ennemi. On a conservé 8 FSO. Les FSO, je vais vous les citer, ils sont organisés entre eux, il y a des interactions entre eux, mais il y a un cœur de FSO. Ce cœur de FSO, il est la supériorité décisionnelle, on peut parler de la tête, et le cœur, c'est les forces morales. Donc, ces deux FSO, supériorité décisionnelle, en gros, c'est tout ce qui comprend la performance du commandement, et les forces morales, voilà, tout ce qui comprend le cœur du soldat et c'est son aptitude à être dur, à durer, à encaisser les chocs. Et donc ce cœur-là est le cœur de FSO. Autour de ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'endurance, aptitude à durer. On voit la masse qui reste un facteur de supériorité essentiel qui était déjà au cœur des FSO en 2016. On voit la protection. Alors la protection est un FSO qui est apparu en 2025. Pourquoi ? On l'a cité, durcissement, complexification du champ de bataille, létalité accrue, donc une nécessité de créer des sortes de bulles de protection. Exactement, des bulles de protection dans cette transparence du champ de bataille, créer des bulles de protection, des espèces de bulles d'opacité. Je finis avec le FSO agilité, la coopération, et puis évidemment, on dit que le combat aéroterrestre futur, il se fera en coalition internationale où la France aura la capacité d'intégrer comme nation cadre, mais la coopération est essentielle. Et enfin, le dernier, et il est essentiel, et c'est un nouveau aussi FSO en 2025, l'initiative. On estime que dans un champ de bataille, là aussi beaucoup plus complexe et beaucoup plus transparent, l'importance de l'initiative du chef qui, une fois qu'il aura eu ses ordres, une fois qu'il aura compris le sens de la mission de son chef, l'état final de rechercher, il part dans son combat et dans sa guerre, et même s'il est coupé de son chef pendant un certain temps, il a compris l'action et il ira et il prendra des initiatives pour atteindre cet état final recherché. On retombe là complètement sur le commandement par intention porté par notre chef d'état-major de l'armée de terre, où on laisse beaucoup plus de subsidiarité, plus sur les effets attendus que sur les moyens pour y arriver, et donc objectif à atteindre et initiative. Alors de tous ces facteurs de supériorité opérationnelle découlent des aptitudes, et là ça va être vraiment le cœur nucléaire de ce combat aéroterrestre futur. Quelles sont ces aptitudes ? Il y en a combien ? Alors les aptitudes, c'est effectivement une vraie nouveauté sur Action aéroterrestre 2025. Ça n'existait pas en 2016 et on a estimé qu'il y avait besoin de ces aptitudes comme case nécessaire avant de basculer sur la partie, je dirais, équipement, qui fera l'objet d'un autre document spécifique du monde capacitaire, quel équipement il faut. Les aptitudes, c'est vraiment l'effet attendu de l'outil militaire et qui doivent répondre, ces aptitudes, à la question que doit-on pouvoir faire. On a décrit 10 aptitudes, vous l'avez dit, elles se déclinent des CFSO, 10 aptitudes essentielles qui sont beaucoup plus larges, je dirais, et qui dépassent le combat aéroterrestre, tactico-tactique, le champ de bataille, et qui s'ouvrent un peu plus au domaine stratégique. Je vais commencer par mobiliser les forces vives. Donc vous vous rendez bien compte. On est aussi dans la société civile. Absolument. Et c'est ce que je voulais dire un peu quand ça dépassait le champ de bataille, c'est que vous savez très bien, si les armées gagnent les batailles, c'est bien la nation qui gagne la guerre. Donc on est dans cette optique-là où on ne va pas faire tout seul. Évidemment que ce n'est pas les armées seules qui peuvent remporter
des guerres. Donc mobiliser les forces vives, déployer des forces et des capacités, ça c'est une aptitude essentielle. Aujourd'hui, certains de nos chefs disent, compte tenu encore une fois de la multiplicité des capteurs, des effecteurs, de dire déjà va falloir rentrer sur le champ de bataille, rentrer sur le ring. Donc, déployer aptitude essentielle. Gagner la bataille de l'innovation. L'innovation, c'est le cœur de notre métier au combat, du combat futur. Sans innovation, sans idées, des idées qui viennent par le bas, qui sont remontées, des idées dont on a des innovateurs dans toutes nos unités, plein de bonnes idées. Donc, comment on les intègre, comment on les fait nôtres. Aveugler et sidérer l'adversaire, autre aptitude. Là, on remet en place complètement, je dirais, un principe de surprise. Là aussi. La déception, le leurrage, le brouillage, tout ça dans un champ de bataille plus transparent. On doit trouver et se réapproprier certaines techniques finalement qu'on connaissait et qui doivent revenir sur le devant de la scène. Le leurrage, fortitude. Voilà, l'histoire, et c'est aussi pour ça qu'au combat du combat futur, voilà, on a des historiens parce que moi j'essaye de préparer l'avenir, mais il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur ce qui s'est passé et on a des historiens. Combiner les effets multimilieux et multichamps, c'est un point essentiel, c'est d'ailleurs le sous-titre de notre document Action Aéroterrestre Futur. Le sous-titre, c'est au cœur de la combinaison des effets. On estime que l'armée de terre est au cœur de la combinaison des effets. Bien sûr qu'on ne sera pas seul, on sera avec nos camarades aviateurs et nos camarades marins, mais je dirais la combinaison des effets régulièrement, elle se fait au sol et l'application de ces effets, ils se font au sol, donc dans le domaine aéroterrestre. Comprendre l'environnement opérationnel, la compréhension, qui était un FSO en 2016, qu'on a basculé en aptitude, puisque cette compréhension, elle est essentielle pour agir. Mais cette compréhension, elle se décline directement du FSO supériorité décisionnelle, bien sûr. Voilà, c'est de la performance de commandement. C'est bien comprendre Scorpion, bien l'utiliser, par exemple. Par exemple. Comprendre Scorpion, bien l'utiliser, mais aussi comprendre l'ennemi, comprendre, je disais tout à l'heure que tout voir n'est pas forcément tout comprendre, et bien avoir les moyens pour comprendre l'intention de l'adversaire, ça c'est essentiel. Intégrer en tant que nation cadre, l'intégration, cette capacité de l'armée de terre, je l'ai déjà un peu dit, d'intégrer ses alliés pour avoir un corps d'armée suffisamment costaud avec des divisions multinationales pour être performant. Influencer la bataille des perceptions, l'influence, là aussi qui était un FSO en 2016 qu'on a basculé en aptitude, puisque l'influence, encore une fois, quoi de mieux qu'un soldat de l'armée de terre qui était au contact de population pour être un vecteur d'influence. Influence, c'est tout simplement, ça peut être tout simplement les interactions avec la population. Détruire au contact et dans la profondeur, autre aptitude. Cette aptitude, elle est essentielle, et elle va dans la logique de létalité que veut notre chef d'état-major de l'armée de terre, avoir une armée de terre crainte qui est capable de létalité, qui est capable donc de détruire aussi bien proche au contact que dans la profondeur, avec le développement nécessaire de nos capacités, notamment de frappe dans la profondeur. Donc la puissance de feu. La puissance de feu, absolument. La puissance de feu est essentielle et doit alimenter notre manœuvre. Durée face à l'usure et à l'attrition, ça c'est un point essentiel aussi, avec tout le pan logistique notamment, être capable de rentrer, être capable de se régénérer, être capable d'approvisionner. Tout ça sont des sujets qui reviennent, qu'on connaissait, qu'on pratiquait, mais qui sont, je dirais, démultipliés avec le besoin et la volonté et la nécessité d'être apte à combattre en haute intensité. Avoir des réserves et de la réserve. Absolument. Et j'ai cité les 10 puisqu'on revient, j'ai fait le tour de ma boucle, on revient sur mobiliser les forces vives, donc bien sûr être capable de s'appuyer sur la nation, de recruter, de régénérer et d'être appuyé tous les sens du terme. C'est-à-dire que d'être appuyé par une base industrielle de défense qui est capable de produire assez vite, qui est capable de régénérer, avec des réserves capables de nous réapprovisionner, réserves opérationnelles, réserves de défense pour alimenter nos industries. Donc c'est un ensemble, un effort collectif. Mon colonel, où est-ce qu'on peut trouver ce document et est-il en source ouverte? Alors, il n'est pas encore en source ouverte, il est en train d'être mis sous presse, donc il devrait sortir en papier et en version électronique à l'horizon début décembre.
et il sera en source ouverte, comme l'était Action Terrestre Future en 2016. L'objectif est vraiment qu'il puisse donner un cap stratégique, je dirais, au sein de nos armées, mais également à l'extérieur, puisque ces FSO, ces aptitudes doivent pouvoir être des grilles de lecture intéressantes pour tout un tas de sujets d'analyse, de défense, de géopolitique, etc. Merci colonel Douatier, chef du bureau prospective du Centre d'études stratégiques du CCF, de nous avoir facilité l'accès à ce document fondamental d'anticipation qu'est Action aéroterrestre future. C'était Combat Futur, au contact et dans la profondeur, pour prendre à bras le corps l'esprit du temps.